Bonjour. Aurélien Barraud a sorti récemment une série de vidéos sur la philosophie des sciences et je souhaitais réagir à la première, celle qu'il a faite sur Descartes. Elle ne fait que 21 minutes et il y a déjà beaucoup de problèmes. D'une part sur le contenu concernant Descartes lui-même et d'autre part sur la méthode en général. Pour commencer, j'aimerais savoir, parmi ceux qui ont vu cette vidéo, ce qu'ils en ont retenu, sur Descartes notamment. Parce que pour moi ça fait partie des problèmes de cette vidéo, c'est que ce que j'ai retenu concernant Descartes, c'est que Aurélien Barraud trouvait que Descartes était brillant, et que Aurélien Barraud n'aimait pas le raisonnement de Descartes sur l'animal-machine. En réalité, l'impression que j'ai eue, c'est que Aurélien Barraud parlait beaucoup plus de lui que de Descartes. Aurélien Barraud commence à parler de Descartes en embrayant directement sur l'animal-machine. Il dit « Comment oublier que Descartes est aussi l'auteur de cette terrible hypothèse des animaux-machines dont nous connaissons aujourd'hui les conséquences effroyables quant à la réification insensée du vivant qu'elle a engendré ?» Alors commencer à parler de Descartes en partant tout de suite sur l'animal-machine, c'est assez étrange, puisque c'est un élément assez anecdotique de son travail, son travail philosophique est beaucoup plus connu pour sa réflexion sur la vérité ou la méthode scientifique. Mais bon, passons. Alors, que dit Descartes sur l'animal-machine ? Eh bien rien, parce que chez Descartes, le concept d'animal-machine est absent. Il n'y a pas d'animal-machine, c'est chez Descartes. Ce qui pose un problème dans la phrase d'Aurélien Barraud, puisqu'il parle d'animal-machine, il parle de Descartes, mais on ne sait pas quelle est sa définition de l'animal-machine. Et comme on ne peut pas se référer à Descartes pour la connaître, puisque c'est un concept absent chez Descartes, alors chacun se fera sa propre idée en fonction du contexte, en fonction de ce qu'il imagine être l'animal-machine, et finalement chaque spectateur de la vidéo aura sa propre idée sur ce concept d'animal-machine. Et finalement, il y a autant de vérité dans cette phrase qu'il y a de personnes pour l'écouter. Ce qui pose de gros problèmes sur le plan philosophique, puisque lorsqu'il y a une telle liberté d'interprétation, on peut se demander quel est le message derrière cette phrase. Et même Aurélien Barraud fait encore pire, au lieu d'expliquer ce que dit Descartes et de se contenter de le juger moralement, il en est à se demander si Descartes aurait changé d'avis s'il avait croisé le regard d'un chien. Il se demande même s'il n'y avait pas chez Descartes un désir de pureté ou un désir d'extraction qui l'aurait poussé à faire cette erreur. Bon, sauf que là, je ne sais pas où on est, mais on n'est certainement pas en train de faire de la philosophie. Là. On est en train de spéculer sur ce qu'aurait fait Descartes s'il lui était arrivé ceci ou cela, ou sur ses désirs, on est en train de spéculer sur ses désirs profonds. Alors ça peut être intéressant d'un point de vue littéraire ou poétique, ou si on veut réécrire une vie romancée de Descartes, mais du point de vue philosophique, ça vaut absolument rien. Quand bien même il y aurait un désir de pureté chez Descartes, il faudrait prouver rationnellement que ce qu'il dit est faux. Il y a tout de même un passage où Descartes parle d'animal et de machine, mais c'est beaucoup plus subtil que l'animal-machine. Voici ce qu'il dit. Alors c'est à la fin de la 5e partie du discours de la méthode. Dans la 5e partie, il expose ses théories anatomiques sur la circulation du sang et sur les esprits animaux, qui sont des théories complètement désuètes et qui d'ailleurs ont été très vite démenties par la médecine. Mais donc il termine cette partie par cette considération. Ce qui ne semblera nullement étrange à ceux qui, sachant combien de divers automates ou machines mouvantes l'industrie des hommes peut faire, sans y employer que fort peu de pièces, à comparaison de la grande multitude des os, des muscles, des nerfs, des artères, des veines et de toutes les autres parties qui sont dans le corps de chaque animal, considéreront ce corps comme une machine, qui, ayant été faite des mains de Dieu, est incomparablement mieux ordonnée et a en soi des mouvements plus admirables qu'aucune de celles qui peuvent être inventées par les hommes. Et je m'étais ici particulièrement arrêté à faire voir que,
S'il y avait de telles machines qui eussent des organes et la figure d'un singe, ou de quelque autre animal sans raison, nous n'aurions aucun moyen pour reconnaître qu'elles ne seraient pas en tout de même nature que ces animaux. Au lieu que, s'il y en avait qui eussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant nos actions que moralement il serait possible, nous aurions toujours deux moyens très certains pour reconnaître qu'elles ne seraient point pour cela de vrais hommes. Puis il enchaîne sur ce que sont ces deux moyens très certains. Ce passage est le seul dans le discours de la méthode où on peut voir apparaître l'animal et la machine. Mais il ne dit nulle part « animal égale machine ». En réalité, si on lit attentivement le passage que j'ai cité, il s'agit bien du corps qui est comparé à une machine, et non pas de l'animal lui-même. Ensuite, il fait une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'il imagine des machines qui auraient l'apparence d'un animal ou d'un humain, et il se demande si ces machines seraient distinguables ou indistinguables de l'humain ou de l'animal. Mais pourquoi fait-il cette expérience de pensée ? Bon, pour le comprendre, il faut lire tout simplement la suite du passage jusqu'à la fin de la 5e partie, où il essaie de persuader son lecteur qu'il y a une différence de nature entre l'humain et l'animal. Et son expérience de pensée est là pour appuyer sa démonstration. Ce qui pose problème ici, ce n'est pas la comparaison entre le corps d'un animal ou d'un humain d'ailleurs, et d'une machine. C'est l'argumentation qu'il utilise pour prouver qu'il y a une différence de nature entre l'humain et l'animal. Cette argumentation n'est pas rigoureuse, et c'est plutôt elle qui mériterait d'être discutée. De plus, donc ça c'était dans le discours de la méthode, mais il y a en plus une lettre qui contredit très clairement ce qu'a dit Aurélien Barraud à propos de Descartes et de sa prétendue théorie de l'animal-machine. Il s'agit de la lettre à Morus que je vais lire, dont je vais lire un tout petit passage maintenant. Je passe, pour abréger, les autres raisons qui ôtent la pensée aux bêtes. Il faut pourtant remarquer que je parle de la pensée, non de la vie ou du sentiment, car je n'ôte la vie à aucun animal, ne la faisant consister que dans la seule chaleur du cœur. Je ne leur refuse pas même le sentiment, autant qu'il dépend des organes du corps. Ici, Descartes affirme explicitement, il n'y a rien à interpréter, que les animaux ont des sentiments. Même si, pour lui, ce sont des sentiments dans un sens plus restreint que les sentiments humains. Mais il dit tout de même que les animaux ont des sentiments, et ça contredit complètement ce qu'a dit Aurélien Barraud à propos de la théorie de l'animal-machine de Descartes. Donc le contenu philosophique de la vidéo d'Aurélien Barraud est finalement assez faible, et je répète ma question, qui avez-vous appris ? Mais il y a une explication à ça. Il ne parle de Descartes que dans la deuxième moitié de sa vidéo. Alors que dit-il dans la première moitié ? Il ne commence pas par définir ses objets d'étude, à savoir la vérité et la science, ce qui aurait été bien pour commencer à parler de philosophie des sciences, mais il dit quelques généralités sur les discours à prétention scientifique et les arguments à prétention scientifique. Et il donne ces deux exemples. L'exemple de l'affiche publicitaire estampillée scientifiquement prouvée, ou encore le débat politique coupé par l'argument « c'est scientifique ». Et là, il y a une embrouille. Car il ne s'agit pas là d'arguments proprement scientifiques, mais de discours à prétention scientifique. Ce que fait Aurélien Barraud ici, ce n'est pas de la philosophie des sciences, c'est de l'analyse de discours. Il aurait très bien pu analyser des discours qui faisaient appel, par exemple, à des arguments religieux. Ça aurait été exactement la même chose. Ce sont des arguments de type rhétorique, et non des arguments scientifiques. Il n'y a absolument rien de scientifique dans le fait d'écrire ces scientifiques. La seule manière de vérifier qu'une affirmation est réellement scientifique, c'est de regarder son contenu, ses arguments, pas de regarder si elle se prétend, si elle se réclame de la science. Alors évidemment, c'est toujours une bonne chose d'exposer cette technique de rhétorique qui consiste à dire c'est scientifique gratuitement pour faire taire ses interlocuteurs. Mais ce n'est que de la rhétorique. Et en ne faisant pas la distinction entre le discours à prétention scientifique et la science elle-même, Aurélien Barraud s'embourbe, puisqu'il est obligé d'admettre que certains discours scientifiques sont vrais et d'autres faux.
Une fois arrivé là, on peut se demander à quoi sert la science, puisqu'elle ne permet pas de distinguer le vrai du faux. Enfin, ces contradictions seraient tout de même beaucoup plus facilement résolues s'il avait pris le temps de définir, au moins temporairement, ce qu'était la science et ce qu'était la vérité. Là, il ne le fait pas et il se perd dans de l'analyse de discours au lieu de faire de l'analyse d'arguments ou de l'analyse de méthodes qui, elle, pour le coup, aurait été vraiment de la philosophie des sciences. Et là, je peux comprendre pourquoi il n'a pas été très précis sur les arguments de Descartes et pourquoi il a imaginé quels pouvaient être ses désirs profonds. Si la science est vue comme une technique de rhétorique visant à faire passer ses idées, il est normal de vouloir décrypter la volonté cachée ou le désir caché de son contradicteur. D'où ces réflexions sur les prétendus désirs de pureté ou d'extraction de Descartes. Pour conclure, je vous invite vraiment à lire le discours de la méthode et les méditations métaphysiques de Descartes. Ils contiennent plusieurs réflexions qui permettent de clarifier l'idée qu'on a de la vérité et qui sont encore valables aujourd'hui et qui sont même souvent un peu oubliées, comme ce fameux passage du morceau de cire qui permet de comprendre que la vérité n'est pas dans les sens. Le discours de la méthode est beaucoup plus facile à lire que les méditations, mais méfiez-vous, c'est toujours facile de faire des contresens, comme par exemple ce fameux passage prétendument sur l'animal-machine, qui est dans le discours de la méthode, alors que si on le lit rigoureusement et en faisant abstraction des biais qu'on peut avoir aujourd'hui, en fait il n'y a nulle part le concept d'animal-machine. Donc lorsque vous lisez ces livres de Descartes, et même en fait n'importe quel livre de philosophie, il ne faut pas essayer de lire entre les lignes ou d'imaginer ce qui est passé par la tête de l'auteur. Il faut lire sérieusement l'auteur, lire sérieusement ce qu'il a effectivement écrit, et comprendre ses réflexions à lui, et pas plaquer ses réflexions à soi sur les réflexions de l'auteur. Et il y a aussi une autre raison, c'est que tout spécialement en ce qui concerne Descartes, à chaque fois que j'entends parler de Descartes, c'est, en tout cas aujourd'hui, c'est pour parler de l'animal-machine, de l'homme comme maître et possesseur de la nature, et à une époque, la mode, c'était de critiquer son passage qui contenait la phrase « Mais quoi, ce sont des fous ». Bon, déjà, c'est souvent des critiques à l'emporte-pièce et à côté de la plaque. Ça vaut aussi pour l'homme comme maître et possesseur de la nature, qui est une critique qu'on fait aujourd'hui, une critique faite par les décroissants aujourd'hui, mais qui est complètement à côté de la plaque. Le fermier autonome décroissant qui vit dans la Creuse et qui cultive ses patates, il a beau être autonome, en défrichant son champ de patates et en arrosant ses patates, il se rend comme maître et possesseur de la nature parce qu'il utilise la connaissance qu'il a de la nature pour l'utiliser à son profit, pour qu'elle lui donne des patates. Donc même ce brave décroissant se rend comme maître et possesseur de la nature. En tout cas dans le sens où on acquiert des vérités sur la nature qui nous permettent de la tourner à notre profit, et c'est exactement le sens dans lequel Descartes avait prononcé cette phrase. Enfin, petit florilège des réflexions qu'Aurélien Barraud a dans la vidéo que vous pourriez méditer. Il dit « La science dit-elle la vérité ? Oui, bien sûr, au sens où elle ne ment pas, quand c'est de la bonne science, et peut-être non, au sens où elle ne me semble pas avoir vocation à englober, absorber, synthétiser dans une sorte de vision métasyncrétique la totalité du réel. Vous savez que Nicolas de Malebranche, suivant une anecdote dont l'exactitude n'est pas avérée, aurait tué une chienne à coups de pied dans le ventre en s'enorgueillissant d'être un disciple fervent de Descartes. Ça crie, disait-il, mais ça ne sent pas. Il y a un fantasme de transparence et de clarté, parfois jusqu'au sublime, mais parfois aussi jusqu'à l'aliénation, dans ce désir de singularité et d'infinité humaine jusqu'à l'aberration.